Salut à toi, c'est Serge de Lipfan. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de l'épisode 2, partie 2 de la série Un livre pour améliorer ta vie. Donc, je te rappelle le principe de la série. Une fois par mois, je sélectionne un livre que j'ai lu qui va parler donc de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, de finances, bref, tout ce qui peut t'aider à atteindre ta liberté financière et à te rendre plus heureux. J'en tire les idées principales pour que tu puisses gagner du temps et pour que tu puisses surtout les appliquer à ta propre vie. Si le principe de la série te plaît et si tu ne veux rien rater des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Cet épisode, il porte toujours sur le livre Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et Tal Raz. Donc c'est la partie 2 puisque dans la partie 1, on avait parlé en fait des techniques de l'empathie tactique qui sont pour moi les bases pour que ta négociation se déroule bien. Si tu n'as pas vu la première partie de cet épisode, je t'invite à aller le visionner. Pourquoi? Parce que dans cet épisode-là, on va voir vraiment les techniques pour faire changer d'avis ton interlocuteur. On va voir comment faire une offre. Voilà, on va vraiment voir comment aller au bout de la négociation. Mais il est important que tu maîtrises les bases de l'empathie tactique pour que tu mettes un maximum de chances de ton côté. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. La première technique à utiliser dans ces techniques avancées de négociation, ça va être la technique de la question calibrée. Alors, qu'est-ce qu'une question calibrée? La question calibrée, c'est une question qui va commencer par deux mots, soit quoi ou soit comment. Elles peuvent aussi commencer par le mot pourquoi, mais il faut faire attention parce que quand tu demandes à quelqu'un, quand tu poses une question à quelqu'un et tu commences par pourquoi, la personne va se mettre sur la défensive. Donc, ce n'est pas top pour ta négociation. Je vais te donner quelques exemples de questions calibrées. Qu'est-ce qui est important pour vous ici? Comment puis-je vous aider à rendre la situation meilleure? Qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation? Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Comment faire? Alors, utiliser des questions calibrées, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va tout simplement déjà faire parler ton interlocuteur. Donc, on peut aussi les utiliser dans la première partie de négociation ou tout au long de la négociation pour avoir plus d'informations, en apprendre plus. Bah oui, parce que quand tu fais une question qui commence par comment ou par quoi, ce n'est pas une question fermée ou une question fermée. Quand tu dis, je ne sais pas, est-ce que tu… Nanan, la personne va répondre oui, non, je ne sais pas. Donc quand tu dis comment ou quoi, la personne va devoir un peu étoffer sa réponse et donner des faits précis. Donc ça va t'apprendre plus d'informations. Ensuite, ce qui est intéressant, ça rejoint encore les techniques de l'empathie, c'est que quand tu poses une question à quelqu'un, en fait, tu demandes de l'aide. Quand tu dis comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, et ben en fait, c'est un peu comme si tu demandes de l'aide à la personne et donc la personne va se sentir un peu, un peu importante et donc elle va avoir l'impression d'avoir le contrôle. Alors que c'est toi en fait qui pose la question et n'oublie jamais que la personne qui contrôle la conversation, ce n'est pas la personne qui parle, mais c'est la personne qui écoute ou qui pose des questions. Ensuite, encore une fois, le fait de poser une question, ça va faire en sorte que tu vas utiliser les ressources de ton interlocuteur pour résoudre ton problème. Donc ça, c'est génial parce que en fait, c'est ton interlocuteur qui va chercher des réponses à tes problèmes. Et enfin, la dernière utilité de la question calibrée, c'est une manière de dire non. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la question comment faire. Quand quelqu'un te demande de faire quelque chose et que toi, en fait, tu n'as pas envie de le faire ou tu ne sais pas comment faire, plutôt que de dire non, je ne vais pas le faire, tu peux tout simplement poser la question à la personne, comment faire ou comment accepter cela. Parce qu'encore une fois, elle va utiliser ses propres ressources, donc elle va réfléchir à ta place à comment résoudre ton problème. Donc c'est juste génial. Donc n'hésite pas à utiliser des questions calibrées dans toutes ces situations et de manière générale, encore une fois, la négociation, on le rappelle, c'est le fait aussi d'améliorer ses relations. Donc quand tu parles avec des gens, plutôt que de poser des questions fermées, entraîne-toi à poser des questions ouvertes, donc qui commencent par comment ou quoi, et qui vont permettre tout simplement de nourrir la conversation. Donc ensuite, une autre technique avancée pour faire avancer les choses, ça va être de déformer la réalité de ton interlocuteur. La première technique pour le faire, ça va être d'utiliser les échéances. Alors on est tous pareils, quand tu as une échéance qui arrive, on se met à s'activer, on se met à paniquer, on se met à faire la chose. Et Chris Voss, il dit dans le livre qu'un bon négociateur, il sait résister à la pression que te donne
les échéances des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle de nous quand toi tu négocies, mais il y a aussi, la personne peut aussi négocier avec toi dans l'autre sens, donc elle peut aussi, entre guillemets, t'imposer des échéances. Et dans un autre côté, il faut aussi savoir utiliser tes échéances à bon escient. Donc, quand tu es dans une négociation, il faut que tu fasses attention aux échéances des autres et il ne faut pas que tu cèdes à la panique quand la personne te donne une échéance et quand tu sais qu'elle arrive. Parce qu'il le rappelle dans le livre également que, et ça je pense c'est valable pour, pas que pour la négociation, mais pour plein de choses que tu fais, il vaut mieux parfois, et même il vaut mieux de manière générale, une absence d'accord qu'un accord qui en fait ne te convient pas ou un mauvais accord. Et donc, il faut pas, ce que dit Chris Voss, c'est qu'il ne faut pas faire de compromis. De plus, la plupart du temps, tu te rends compte, même dans la vie en général, que quand tu ne respectes pas une échéance, quand tu, je sais pas, as, je sais pas, un papier à rendre à telle date et tu le rends 1 ou 2 jours après, et bien souvent les conséquences ne sont pas si graves ou sont moins graves que celles qu'on t'a annoncées. Parce que la plupart du temps, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que quand quelqu'un te donne une échéance, parfois c'est une échéance en fait qu'il te donne mais par sécurité. Donc par exemple, la personne, elle veut vraiment que tu lui rendes pour, je ne sais pas, le 10 du mois, mais elle va peut-être te dire, faut que tu me le rendes pour le 2 ou le 3 du mois. Donc en fait, elle va se donner une sécurité. Donc au final, ce n'est pas si urgent que ça. Et quand tu dépasses de quelques jours, ce n'est pas si grave. Donc ne te laisse pas avoir par les échéances des autres. Et à l'inverse, toi, tu peux, si tu as des échéances, tu peux les partager à la partie adverse et ça peut permettre aussi un peu de presser l'autre pour obtenir un accord. Donc la deuxième technique pour déformer la réalité de ton interlocuteur, ça va être d'utiliser le mot juste. En fait, le mot juste, ça fait appel à la notion de justice. Et donc, en tant qu'être humain, on aime tous ce qui est juste, on veut être traité avec justice, avec justesse, et on veut aussi avoir une réputation de quelqu'un de juste. C'est toujours mieux de passer pour quelqu'un de juste que de passer pour quelqu'un qui est injuste, de quelqu'un qui arnaque les gens, etc. Donc il va falloir faire très attention à l'utilisation de ce mot. Alors il y a pour moi deux manières principales de l'utiliser selon que tu es en mode défensif ou offensif. Donc par exemple, on parle de partie défensive, donc tu as une personne qui va te faire une offre, je ne sais pas, elle veut acheter ta maison par exemple, ta maison que tu vends, et elle te fait une offre qui est pour toi trop basse. Donc plutôt que de mal réagir, je ne sais pas, de l'insulter ou de dire de se braquer, etc. Et bien ce que tu peux tout simplement faire, c'est de dire nous voulons tout simplement ce qui est juste. Nous voulons ce qui est juste. Le fait de dire cette phrase, nous ne voulons que ce qui est juste, en fait, ça va sous-entendre à l'autre partie que en fait, son offre n'est pas juste. Et comme je le disais tout à l'heure, comme on veut tous être justes, ça va pousser l'autre à augmenter son offre. Donc ça peut être intéressant quand tu es en défense. Et à l'inverse, quand tu es dans la partie offensive, donc quand c'est toi qui fais une offre, et que la personne réagit et dit c'est pas bon, etc. Et tu peux dire nous vous avons fait une offre qui était juste. Donc là tout simplement vous sous-entendez que votre offre est bien, qu'elle est bonne pour les deux parties. Donc voilà, c'est une arme très très puissante. Et donc attention, quand on utilise ça contre vous, il faut faire attention aussi. Donc il y a plusieurs manières de s'en sortir. La première manière, c'est tout simplement de faire un miroir, comme on l'a vu dans la partie 1. Donc vous répétez les 3 derniers mots avec le mot juste à la fin. Et donc vous allez renvoyer en fait tout simplement l'argument de la personne. Et la deuxième manière de le faire, c'est de dire à la personne, ok, on s'arrête, on va revenir au moment où je n'ai pas été juste et on va tout reprendre. Voilà, c'est tout simplement le moyen de se défendre. Mais attention, c'est un mot qui est très très puissant dans une négociation. La troisième chose pour déformer la réalité de ton interlocuteur, ça va être de jouer sur l'aversion à la perte. Alors, c'est quoi l'aversion à la perte? En fait, l'aversion à la perte, c'est une tendance générale qu'on a tous de prendre plus de risques pour conserver ce qu'on a. Donc, on prend plus de risques pour éviter de perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose. Donc, on est plus attaché à ce qu'on a que ce qu'on risque d'avoir. Effectivement, en tant qu'être humain, on est plus tenté par ce qui est certain
plutôt que par ce qui est incertain. Parce que quand tu as quelque chose à perdre, bah, c'est que tu as déjà quelque chose. Donc c'est sous tes yeux, c'est à toi. Et quand tu as quelque chose à gagner, ben, c'est pas sûr que tu vas le gagner. Même si les probabilités sont très fortes, il y a toujours un risque que tu n'y arriveras pas ou que ça ne se passera pas. Et donc, on a tous cette tendance générale et il faut jouer avec ça. Et donc, il faut que tu fasses en sorte dans ta négociation de faire comprendre à ton adversaire, je veux dire, enfin la personne en face de toi, qu'elle aura quelque chose à perdre si elle ne traite pas avec toi, s'il n'y a pas d'accord. Et donc, moi, j'ai un petit exemple à te donner, mais je pense que c'est quelque chose que tu as déjà vécu aussi. Je crois que c'était hier. J'ai mon opérateur de téléphone qui m'appelle, puisque mon engagement arrive à la fin. Et donc, il voulait me fidéliser, me proposer une offre. Et en fait, il me dit bonjour, voilà, je vous propose tel abonnement, je crois que c'était à 15 euros. Et en fait, il dit ah, mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'autorisation de vous faire une réduction de, je crois, de 5 euros sur votre forfait. Voilà, donc c'est une offre très intéressante. Et du coup, je lui dis mais est-ce que je peux vous rappeler demain ou ce soir? Il dit bah non, l'offre, elle est juste là, c'est maintenant. En gros, voilà, c'était une offre qui était faite pour moi, qui était juste aujourd'hui, et j'avais genre 15 minutes pour me décider. Et en fait, ça, c'est la version à la perte. C'est-à-dire qu'elle me disait, bah, si vous ne traitez pas avec moi tout de suite, si tu ne conclus pas l'offre, eh ben, en fait, tu vas perdre cette opportunité. Donc voilà, c'est toute cette technique-là qu'il faut avoir à faire. Et dans le livre, Chris Voss, il donne un exemple. En fait, il dit tout simplement aux personnes à qui il parle, il dit bah, je voulais vous proposer cette opportunité avant de la proposer à d'autres personnes. Voilà, donc ça peut être une phrase que tu peux utiliser qui peut passer un peu partout pour dire que bah, tu donnes l'exclusivité à cette personne avant de la proposer à d'autres. Donc, il faut qu'elle traite avec toi, sinon elle va perdre cette superbe opportunité que tu lui proposes. Donc là, on a vu les 3 manières de déformer la réalité de ton interlocuteur. Donc, je récapitule, donc c'est les échéances, c'est utiliser le mot juste et c'est jouer sur l'aversion à la perte. Enfin, donc 3e et dernière grande idée du livre, ça va être, selon moi, ça va être comment faire une offre. Donc là, alors il y a plusieurs manières de faire des offres. Je vais parler que de 3 techniques parce qu'encore une fois, la vidéo sera trop longue. Je vais parler de 3 techniques qui sont pour moi les plus efficaces, les plus simples à mettre en place également. Voilà, il faut que ce soit un livre pratico-pratique et il faut que toi aussi tu puisses tester ces techniques sans relire le livre ou sans étudier pendant longtemps. Donc la première chose, c'est de faire un ancrage extrême. Alors cette technique, elle est risquée. Mais j'ai envie de dire, par exemple, quand tu achètes un bien immobilier, hein, bon, je parle de ce que je connais, de toute façon, comme on dit toujours, on est toujours obligé de vendre, on n'est jamais obligé d'acheter. Donc, quand tu fais une offre et celle-ci est refusée, si tu es investisseur immobilier, si tu m'écoutes ou si tu veux acheter des biens immobiliers, c'est pas très grave. Donc, il faut oser faire des offres et de toute façon, c'est valable pour tout. On n'est jamais obligé d'acheter, on est toujours obligé de vendre. Donc quand tu achètes quelque chose et que tu veux négocier, il ne faut pas que tu aies peur de te prendre un vent ou que ça ne marche pas. Tu n'as rien à perdre puisque encore une fois, cette chose ne t'appartient pas encore. Donc il faut oser négocier. Donc l'ancrage extrême, ça va être quoi? Ça va être de faire une offre qui va être très très basse, d'accord? Très très basse par rapport au prix affiché. Mais avant de faire l'offre, tu vas dire à la personne que tu vas faire une offre qui est extrêmement mauvaise. Donc tu dis à la personne, voilà, bah, je vais vous faire une offre, mais je pense que vous allez me dire que c'est très mauvais, que je suis un arnaqueur, etc. Donc vous ancrez vraiment les émotions de la personne. Vous faites votre offre, et effectivement, cette offre, dans 99% des cas, sera refusée. Et au final, ensuite, vous allez faire une offre qui est un peu plus élevée. Et du coup, l'offre que vous avez proposée, elle va paraître beaucoup plus raisonnable que la première. Et donc, comme la première, c'était une mauvaise offre, bah, ça sous-entend que l'offre que vous allez faire juste après, elle est convenable, elle est mieux. Et donc, elle passera mieux. Mais il faut savoir qu'en fait, la deuxième offre que vous avez faite, c'est déjà une offre qui est bien en dessous du prix et c'est un peu déjà votre cible. Donc voilà, il faut vraiment il faut oser. Ça ne se fait pas avec tout le monde, il faut oser le faire parce que vous pouvez avoir des gens en face de vous qui réagissent de manière qui se braquent en fait tout simplement. Hein, voilà. Donc après, il ne faut pas non plus que l'offre soit trop basse. Il faut faire attention, mais bon, ça c'est si on parle de biens immobiliers, bon, bah, c'est un autre sujet. Mais de manière générale, vous pouvez faire des offres qui sont assez basses
Vous le précisez bien avant, comme ça la personne n'est pas prise en traite. Et après, vous enchaînez par une offre un peu plus élevée, mais qui paraîtra beaucoup plus raisonnable. J'ai un petit exemple à te donner. Alors bon, c'est quelque chose de très trivial. Tu vas voir, tu vas rigoler. En fait, c'était donc avec ma femme. C'était à l'époque où on regardait Game of Thrones et c'était un soir de vacances et donc tous les soirs on regardait énormément d'épisodes. Et je lui ai dit, écoute ma chérie, est-ce que ce soir on peut regarder 5 épisodes de Game of Thrones? Du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit non, mais on va pas regarder 5 épisodes. En plus, je crois de mémoire que ça dure assez longtemps un épisode. Et elle m'a dit non, on va pas regarder 5. Alors je dis bon, bah du coup, on en regarde 3 alors. Et du coup, elle a dit ok, ça marche. Et en fait, c'est juste pour te montrer qu'au final, moi, je voulais pas en regarder 5, hein, j'avais pas envie. Mais en fait, j'ai fait une première offre, entre guillemets, qui était donc très basse, enfin, ou très haute selon là où on se situe. Et en fait, voilà, et en plus, je ne lui ai même pas dit, j'ai même pas pris le temps de lui dire je vais te dire quelque chose qui va te paraître fou. Donc voilà, j'ai même pas pris le temps de respecter ce qu'a dit Chris Voss, mais j'ai fait une offre qui était très haute, donc j'ai fait un ancrage extrême. Et donc forcément, je m'attendais à ce qu'elle dise non. Donc encore une fois, on revient au fait que on autorise la personne à dire non, parce que le fait qu'elle dise non, encore une fois, ça lui donne une impression de contrôle, ça lui donne une impression qu'elle contrôle la situation, qu'elle ralentit. Donc voilà, la personne se sent en confiance. Et du coup, bah toi, tu fais un compromis et tu baisses tes prétentions et tu dis 3 quoi. Et du coup, ça passe. Et donc au final, on a regardé 3 épisodes, ce qui était déjà énorme et beaucoup plus que ce que je voulais en réalité. Donc c'est qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer en fait comment ça peut marcher en fait ce principe d'ancrage extrême. La deuxième manière de faire une offre, c'est une manière beaucoup moins agressive, donc que tu peux aussi utiliser, c'est le fait de fixer une fourchette de prix. Donc une fourchette de prix, c'est quoi? C'est que tu vas dire, en fait, tu vas utiliser, par exemple, je reparle du bien immobilier, hein, quelque chose que je connais, tu vas dire à la personne, par exemple, bah, ces biens immobiliers-là, un bien immobilier similaire, il se vend entre, je sais pas, entre 130 000 et 200 000 euros. Donc tu donnes une fourchette de prix. Donc encore une fois, tu vas comment dire, donner le choix à ton interlocuteur entre guillemets, de choisir. Donc tu laisses une certaine liberté, un certain type de contrôle. Encore une fois, toujours cette notion de donner l'impression de contrôle à son interlocuteur. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment que tu le retiennes tout au long d'une négociation. Donc voilà, tu laisses un peu de largesse à ton interlocuteur. Et en plus, tu évoques une raison tierce. Donc en gros, tu dis, c'est pas moi qui dis que ça vaut entre 130 000, c'est telle vente, telle donnée qui me donne cette réponse. Donc comme ça ne vient pas de toi. Et bien évidemment, quand on te donne une fourchette, eh ben, la personne va avoir tendance à choisir la fourchette la plus basse. Mais il faut que tu sois malin, c'est que quand tu donnes ta fourchette entre un prix bas et un prix haut, bah en fait, ton offre cible, c'est la partie basse. D'accord? Donc par exemple, tu veux que ton bien, tu veux l'acheter 130 000 euros, et ben tu dis ça vaut entre 130 000 et je sais pas, 200 000. Et avec de la chance, peut-être que la personne te dira ok, bah, je vous le mets à 180 000. Mais bon, il y a peu de chances que ça arrive. Mais là au moins, et en plus, tu vas faire un autre type d'ancrage parce que voilà, tu vas dire cette maison, elle vaut entre ça et ça. Donc tu vas déjà délimiter des frontières et donc la personne en fait va naturellement rester un peu dans la frontière. Donc ça, c'est une super technique. C'est pas agressif. Il faut un minimum se renseigner pour dire ça parce qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Si tu dis cette maison elle vaut ce prix-là alors que ce n'est pas du tout le cas, bon, tu vas passer un peu pour un gland. Et voilà, il faut que tu aies un minimum d'informations. Mais une fois que tu as l'info, tu peux vraiment utiliser ça et ça passera vraiment très très bien. Et en plus, tu passeras pour un pro. La dernière technique à utiliser quand tu fais une offre, c'est d'utiliser des chiffres impairs. Le fait d'utiliser un chiffre impair et un chiffre précis, donc je ne sais pas, par exemple, plutôt que de dire je vous fais une offre à 100 000 euros, et ben, tu dis, je ne sais pas, à 97 955 euros. Et donc, en fait, ça va tout simplement montrer que, comme ton chiffre est précis, que tu y as réfléchi, ça va montrer aussi que tu es quelqu'un de sérieux et ça fait une offre définitive. Voilà, parce que effectivement, quand tu dis une offre comme ça avec un chiffre rond, ouais, 100 000, 200 000, bon, c'est un peu comme si tu étais
au marché, tu négociais comme ça. Mais le fait vraiment de donner un chiffre précis, ça va donner l'impression que c'est sérieux. Ça va donner l'impression aussi que tu es allé au bout de ce que tu pouvais aller. Et donc, c'est à utiliser aussi pour faire une offre. Donc voilà, on a vu les 3 grandes idées de ce livre, donc je te les rappelle. La première, c'était d'utiliser les questions calibrées. La deuxième, c'était d'apprendre à déformer la réalité de ton interlocuteur, donc par 3 techniques, par le fait de jouer sur les échéances, d'utiliser le mot juste et de jouer sur l'aversion à la perte. Et enfin, la troisième idée, c'était comment faire une offre. Donc comment faire une offre, c'est tu peux faire d'une manière agressive en utilisant un ancrage extrême. Tu peux utiliser des chiffres impairs ou tu peux utiliser une fourchette de prix qui est une manière la moins agressive et qui est souvent plus efficace. Donc pour conclure, moi j'ai vraiment aimé ce livre, déjà parce que il est très facile à lire, tu vois, c'est écrit en gros caractères. C'est un livre qui est bien écrit dans le sens où les idées sont bien classées. Donc je t'invite vraiment à le lire, à te le procurer. Tu auras un lien donc affilié dans la description de la vidéo. Et je t'invite vraiment à utiliser ces techniques en premier lieu pour améliorer tes relations et juste fais des tests avec tes amis, avec ton conjoint, ta conjointe, tu verras, c'est très marrant. Et tu verras naturellement que les gens au début s'en rendent pas compte. Et ça peut paraître au départ un peu manipulateur d'utiliser des miroirs ou des questions calibrées, mais tu verras qu'au final, tu vas en apprendre plus sur les gens. Tu vas peut-être aussi apprendre à moins parler, à moins en dire. Et encore une fois, moins t'en dis, plus tu as l'avantage, entre guillemets, sur la personne. Et ensuite, l'autre chose que je veux te dire, c'est que il ne faut pas hésiter à négocier, en fait, de manière générale. Alors moi je ne suis pas un expert de la négociation, loin de là, mais grâce à ce livre, tu vois, j'ose davantage négocier parce qu'en fait ici on apprend une manière un peu plus douce, un peu plus subtile que la négociation de faire une offre, une contre-offre, etc. C'est beaucoup plus poussé et en fait c'est une négociation qui est vraiment basée sur l'empathie. Et donc en fait il n'y a rien d'agressif. Donc c'est ça que je trouve top avec cette méthode et donc qui est utilisable pour tout le monde. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, si ça a pu t'éclairer sur les techniques de négociation. Si toi aussi tu as pu ou tu vas appliquer ces techniques, tu peux aussi partager la vidéo autour de toi pour aider un maximum de personnes. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode de la série Un livre pour améliorer ta vie. Porte-toi bien, salut!